Je viens travailler ici. Quel travail? Il n'y a pas de travail ici. J'installe mon cabinet sur le toit. Un cabinet de psychanalyste Tony. T'as vu ces brochettes de névrosés là que j'ai au salon? Avec moi, tu deviens millionnaire. Tu vas pas faire venir les fous chez nous? C'est des patients que je recevrai chez moi. Le film raconte l'installation de Selma, qui est une psychanalyste franco-tunisienne qui décide de revenir en Tunisie, dans le pays de ses parents, pour installer un cabinet de psy au lendemain de la révolution tunisienne et qui va, malgré les débuts prometteurs, va devoir se confronter à l'administration pour obtenir une autorisation de pratique. Bonsoir. Je peux voir votre autorisation de libre pratique? Mon dossier, je veux dire, il va passer, vous croyez? Ah, Inch'Allah. S'il vous plaît, oui ou non? La comédie, pour moi, ça me permet de prendre déjà du recul, de la distance. C'est un moyen aussi de raconter plein de choses sans forcément être trop frontal. C'est-à-dire que ça permet de prendre des détours. Et puis aussi parce qu'en Tunisie, en tout cas, ayant baigné dans la culture tunisienne, je ne peux pas imaginer en fait de parler de la Tunisie sans l'aborder sous le prisme de l'humour. Il y a évidemment une forte mélancolie, une forte nostalgie chez la population tunisienne que j'observe depuis toujours, dans ma famille, chez mes parents, etc. Mais c'est jamais, on va dire, dissocié du second degré, de la distance, de l'humour. Et pour moi, c'était aussi rendre hommage à quelque part une culture que d'intégrer l'humour dans une histoire plutôt dramatique. C'est quoi tout ce bazar là? Ce qui m'avait marqué après la révolution en Tunisie, c'est comment la parole s'est tout d'un coup libérée après des décennies de dictature. Et j'avais envie de faire un film autour de la parole et d'un point de vue cinématographique, la question c'était comment capter cette parole, à travers quel point de vue, quel prisme, quel parti pris. Et comme j'ai une vraie curiosité par rapport à la psychanalyse depuis toujours, je me suis dit que essayer de travailler autour d'un personnage qui serait quelqu'un qui viendrait recueillir cette parole de cette population à la fois galvanisée et aussi traumatisée par cette révolution, pouvait être un angle intéressant. Pourquoi t'es rentrée, Sam? Tout le monde rêve de foutre le camp d'ici et toi. Ce qui m'intéressait, c'était vraiment de mettre en parallèle le double mouvement. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des Tunisiens qui veulent venir en France ou en Europe ou en Occident dans l'espoir d'une meilleure situation. Généralement, c'est sur le plan économique que ça se joue. Il y a un fantasme, il y a certainement une illusion autour de ce que peut offrir l'Occident par rapport à un pays du Maghreb qui aujourd'hui en crise, en proie au chômage, en proie à la crise économique. Et à l'inverse, il y a aussi toute cette génération d'enfants, d'immigrés qui ont grandi en Occident, qui ont fait face à la montée du racisme, aux discriminations, parfois au manque d'opportunités de par leurs origines, et qui pensent qu'en revenant dans leur pays, dans le pays d'origine de leurs parents, vont non seulement essayer de venger l'exil de leurs parents, mais aussi de trouver du sens, d'amener quelque chose que le pays réclame, ou en tout cas peut être en demande. Et il y a vraiment cette quête de sens. C'est pas au niveau économique évidemment que ça se joue, mais plus au niveau des valeurs, au niveau du sens que l'on peut aussi se créer dans la vie à travers son métier, à travers là où on décide de s'installer, que ce personnage finalement existe. Et j'avais vraiment envie de mettre en parallèle ces doubles mouvements, de l'exil économique et aussi de l'exil plus philosophique en fait. Est-ce que vous recevez des hommes chez vous? Des hommes et des femmes. Il est écrit aussi que vous utilisez le mot sexe devant des femmes et des personnes âgées. Sexe prison. Les sociétés sont dans un tournant, c'est plus ça, dans une quête, une recherche de l'identité, de qui nous sommes en fait. Est-ce qu'on est, on est à la fois des pays de culture arabo-musulmane, ça fait partie de l'identité de ces pays-là, et en même temps très très fortement influencé par l'Occident. Et par la modernité, par tous les changements en fait que connaissent tous les pays, et les choses se sont accélérées. La tombée de la dictature s'est accélérée de manière complètement inattendue. Les technologies, les flux migratoires, tout ça en fait a pris une dimension, et puis tous les événements géopolitiques, tout ça a pris une forme d'importance depuis quelques années qui font que je pense que les populations se sont retrouvées un petit peu
seuls dans cette réflexion sur l'identité, sur comment on veut vivre, comment on veut se positionner par rapport voilà, à la famille, par rapport à l'individu, par rapport à la religion, par rapport aux politiques. Et je dirais pas qu'elles sont malades, mais je dirais qu'elles sont en recherche d'écoute. Et c'est pour ça que j'avais envie de travailler sur le personnage du psychanalyste, parce que le psychanalyste, c'est avant tout quelqu'un qui écoute, qui est neutre, qui ne juge pas, mais surtout qui écoute. Et ça, c'est quelque chose, je pense, qui manque de temps en temps dans nos sociétés, qui parlent beaucoup, mais qui n'écoutent pas beaucoup, je pense aussi. Rhabillez-vous et rentrez chez vous. Je veux aussi appeler la police si vous voulez. J'ai pas compris. On m'a parlé d'une Française, d'un canapé. Il y a un sentiment étrange. C'est vrai qu'en tant que franco-tunisien, donc ayant la double nationalité, ayant grandi en France ou en Occident, allant en Tunisie, de notre point de vue, on ressent comme parfois une forme voilà, de moquerie, de condescendance, parce qu'effectivement, on parle la langue, parfois pour certains on la parle avec un petit accent, on n'a pas totalement les codes, il y a une forme de naïveté que l'on repère très vite chez nous, qui peut s'apparenter voilà, à une forme effectivement de rancœur. Je pense que c'est la tragédie en fait du descendant d'immigrés ou de l'exilé, c'est-à-dire qu'il n'est pas chez lui dans le pays qui soi-disant l'accueille, parce que voilà, en France, bon, avec tout ce qui se passe, on va dire, depuis un moment, il y a une forme, je dirais, d'appréhension, de peur, de crainte vis-à-vis de ce qu'on représente, nous, les individus d'origine arabe ou maghrébine en France. Et quand on est dans nos pays d'origine, le pays d'origine de nos parents, il y a aussi une forme de rejet. Si bien que ça crée une situation très très difficile où on est à la fois pris entre deux camps. Et en même temps, parfois, on se dit, en fait, on n'est pris ni dans l'un ni dans l'autre, et donc on est nulle part. Et donc c'est à nous aussi de se réinventer quelque part une troisième voie. Et ça, c'est tout le travail, enfin moi en tout cas, d'être personne que j'essaie de mener depuis maintenant longtemps, c'est savoir en fait qui je suis et comment je me place en fait entre ces deux pays qui me sont chers. J'appartiens aux deux, je parle les deux langues, je suis tunisienne et française à la fois, et parfois je me sens ni l'un ni l'autre, et c'est ça que j'essaie de réconcilier tous les jours, quoi. Je décide en fait de parler du monde arabe et de personnages arabes de manière différente de ce qu'on a l'habitude de voir. C'est-à-dire que je ne voulais pas parler de choses stéréotypées, à savoir mettre en scène une femme victime, une femme qui serait sous le joug de l'oppression masculine, une femme qui serait oppressée par le voile, etc. Je voulais mettre en scène des personnages qui sont traversés par des problématiques super banales, super ordinaires, sur des parents qui essaient d'élever leur fille, une fille qui essaye de vivre sa vie, de trouver une forme de liberté, d'un homme qui essaie de résoudre une addiction, à savoir l'alcoolisme, un homme qui se pose des questions sur son genre. Tout ça, c'est des questions en fait que n'importe qui peut se poser, que ce soit des Arabes ou des Français, ou des Américains, ou des Australiens. C'est des questions universelles. Et je pense que de mettre en scène des personnages qui sont traversés par des questions universelles avant tout, pour moi, c'est déjà politique. Beaucoup plus politique que de dire, en fait, je vais faire un film ouvertement politique qui va traiter, on va dire, du voile de manière hyper frontale. Donc je pense qu'il est politique parce qu'il ne traite pas de politique ouvertement. Voilà. Le principal changement que moi je remarque, mais c'est vraiment mon point de vue, c'est vraiment sur cette liberté qu'ont les gens vraiment de s'exprimer. C'est-à-dire que c'est vrai qu'avant la Révolution, il y a plein de choses qui étaient impossibles à aborder, notamment sur le plan politique. Il y avait même une paranoïa par rapport à ce qui pouvait être rapporté. Là, c'est vrai que depuis la Révolution, la parole s'est libérée du point de vue politique. Du point de vue de l'intime, ça commence aussi. Je pense que c'est encore ce qui reste à résoudre, c'est comment libérer aussi la parole intime des uns et des autres pour vraiment, je pense, compléter ce mouvement révolutionnaire qu'il y a eu. Mais clairement, il y a quelque chose qui se passe. En tout cas, en Tunisie, il y a des mouvements aussi bien artistiques, aussi bien politiques. Il y a des débats qui sont mis sur la place publique qui ne pouvaient pas avoir lieu sous le temps de la dictature, qui, certes, ne vont pas forcément aboutir à des solutions immédiates, mais qui ont au moins le mérite d'exister. Et ça, je pense que c'est déjà impressionnant pour un pays arabo-musulman qui vit encore, je dirais, sous l'effet, sous le joug de la tradition, du poids du groupe, du contrôle social. Il y a énormément de choses qui sont faites, qu'on voit dans les médias, dans la presse, à la télé, au cinéma, qui prennent forme et qui donnent la place, en fait, une plus grande place à l'individu que dans le passé. Et ça, pour moi, c'est très, très encourageant. Vous me garantissez que je n'aurai plus de difficultés dans ma vie ?